Bienvenue à vous tous sur Mobility TV. Le parc roulant est en train de changer, il s'électrifie. Le marché du neuf s'électrifie tout simplement et par voie de conséquence, petit à petit, le marché de l'occasion va finir par s'électrifier aussi. On en parle avec nos trois invités pour voir notamment quels sont les enjeux de cette transformation. Solal Botbol, bonjour à vous. Bonjour. Pour présenter BIV, on est avec Guillaume Cazenave. Bonjour à vous. Bonjour. Pour Optevon, vous reviendrez notamment sur les dernières données de l'électrification du marché de l'occasion qui sont assez instructives. Guillaume Hébert, bonjour à vous. Bonjour. Pour présenter Moba. D'abord, peut-être faisons un petit tour d'horizon de la question, un petit état des lieux du marché avec vous, Guillaume Cazenave. Aujourd'hui, sur 10 véhicules d'occasion vendus en France, combien sont électriques à peu près ? Très peu. Très peu aujourd'hui parce qu'on l'a dit, le marché du neuf est encore, le véhicule électrique est encore récent sur le marché du neuf. Et aujourd'hui, on est sur un peu plus de 1% des transactions véhicules d'occasion qui sont 100% électriques. Alors, 1%, ça a l'air petit. On va vous expliquer pourquoi. En fait, c'est la petite bête qui monte, qui monte, qui monte. C'est que la progression est d'ores et déjà importante. Exactement. La progression est d'ores et déjà importante et elle est très forte chez les professionnels, puisque c'est les professionnels qui vendent le plus de voitures électriques, puisqu'on est d'abord sur un marché récent. Et donc, nous, on anticipe que d'ici 2025, il y aura 6% des voitures d'occasion qui seront électriques chez les professionnels. Ce qui est quand même assez important. Donc là, une multiplication rien que par 6. Est-ce que vous constatez aussi du côté de BIV, par exemple, Solal Botbol, cette progression, ou est-ce que vous l'attendez ? Oui, nous, on vend beaucoup plus de véhicules au fur et à mesure du développement de l'entreprise depuis maintenant 3 ans. Je pense que la stat intéressante aussi, c'est qu'il y a 38 millions de véhicules en circulation. Il y a 2% du parc automobile qui est 100% électrique. Oui. L'an dernier, les parts de marché de la vente de véhicules neufs en électrique est de 13%. Oui. Et c'est quelque chose qui est en constante augmentation, avec aussi des délais maintenant de livraison qui sont raccourcis par rapport aux délais de production qui sont plus rapides et la crise des semi-conducteurs qui s'atténue. Donc, ça s'améliore. On devrait lâcher les chevaux sans mauvais jeu de mots. Quel impact ça peut avoir, cette progression pour Moba, par exemple, Guillaume Hébert, pardon. Nous, on travaille directement avec les professionnels du véhicule d'occasion sur la partie donc, électrique, en les accompagnant là-dessus. Donc nous, évidemment, plus il y a de voitures électriques qui se vendent, plus on vend notre produit. C'est votre activité qui va en bénéficier, exactement, concrètement. Et vous attendez justement une progression de quel niveau ? Le même genre ? Oui, on est sur une progression de quasiment 50%, je crois, par an. Ça va se maintenir. De manière assez stable. Ouais. Et rien qui devrait risquer de ralentir cette évolution. Comment on explique que ça augmente de 50% d'ailleurs, que ce soit si rapide ? Ou est-ce que, par exemple, on aura tendance à se tourner davantage vers des véhicules d'occasion électriques, plutôt dans les grandes villes ? Pas nécessairement. Le véhicule idée reçue. Idée reçue. Le véhicule électrique trouve pas mal sa place aussi dans les banlieues, même campagne. Après, il y a forcément un effet. Il y a de plus en plus de véhicules électriques neufs qui sont vendus. Il y a une répercussion directe 3 ans plus tard. Et donc oui, on peut attendre évidemment des augmentations de véhicules d'occasion assez fortes. Exactement. Ce qui nous amène d'ailleurs au type de véhicule. Aujourd'hui, si on parle de véhicules d'occasion électriques vendus en France, on peut estimer, par définition, privilège de l'ancienneté, que ce sera plutôt la Renault Zoé en France qui sera représentée assez massivement. On est sur quelle proportion à peu près ? C'est leader incontesté du véhicule électrique d'occasion. Et incontestable pour l'instant. Pour l'instant. Et pour l'instant incontestable. Elle sera bientôt contestée d'ailleurs sur le neuf, mais c'est la prochaine évolution en tout cas. Quoi qu'il en soit, quel impact cette transformation peut avoir sur le marché ? Est-ce que la vente ou l'achat d'un véhicule d'occasion électrique se fait différemment de la manière dont elle se faisait quand c'était un véhicule thermique classique ? Qu'est-ce que ça change ? Je pense que vous allez avoir des paramètres supplémentaires à prendre en compte, parce que les primo-acheteurs de véhicules neufs de l'électrique, lorsque ce véhicule, comme l'a dit Guillaume, est remis sur le marché de l'occasion, ce sont des primo-acheteurs de véhicules d'occasion qui doivent aussi s'équiper de bornes de recharge, comprendre comment fonctionne un véhicule électrique, avoir le stress supplémentaire de dans quel état est ma batterie, de savoir quels sont les avantages de passer à l'électrique et donc d'éduquer aussi ce marché-là. Donc on a besoin d'être éduqué, de se faire aussi accompagner quand on achète. C'est comme si on était un néo-acheteur, tout simplement. Exactement. On achète sa première voiture, presque, en tout cas électrique. Oui, parce que les acheteurs de véhicules neufs et d'occasion, par définition, sont un peu différents. Donc, par définition, vous aurez des primo-acheteurs
en occasion. À ce stade, quelle est la différence d'acheteurs d'ailleurs entre le neuf et l'occasion? Sur le neuf, vous avez quand même plus de 60% des transactions sur les 1 500 000 véhicules vendus l'an dernier qui étaient en B2B, donc pour les professionnels, et le reste du coup pour les particuliers. C'est ça. Et du coup, sur l'occasion, vous êtes après majoritairement sur les particuliers. Ce qui est logique. Ce qui est logique. Qui sont les acheteurs de véhicules d'occasion électrique aujourd'hui, Guillaume Cazenave? Les véhicules d'occasion électrique, ce sont beaucoup de particuliers. Alors, on parlait de la campagne, effectivement, parce que on a une résidence principale à la campagne, on a la capacité à installer une borne. C'est quand même l'élément déterminant dans l'usage de la voiture électrique. C'est la capacité à se recharger. C'est ça. Donc, sur l'habitat, effectivement, on trouve encore peu de pénétration en ville par rapport à la campagne des voitures électriques, notamment à cause des infrastructures de recharge. Ce qui paraît contre-intuitif, une fois encore. On s'attendrait à ce que la voiture électrique soit davantage nécessitée en ville plutôt qu'à la campagne. À l'inverse, vous nous dites le contraire. Complètement. Pour l'instant, en tout cas. Pour l'instant. Parce que sur les bornes, si on regarde le marché des bornes, 2% seulement sont installés sur des copropriétés. On a une idée d'ailleurs du type de trajet qu'on fait avec ces véhicules électriques quand on est par exemple à la campagne? Oui, alors c'est de moins en moins vrai, mais la voiture électrique a longtemps été une deuxième voiture justement pour des trajets soit domicile-travail, soit pour faire les courses. Voilà. Par contre, pour les longs trajets, généralement, on avait une voiture principale. Mais ça, c'est de moins en moins vrai. On a de plus en plus maintenant de gens qui n'ont qu'une seule voiture. Elle est électrique et elle répond à tous les besoins. Et donc, ils s'adaptent, y compris quand ils doivent faire 500 ou 600 km pour aller voir leur grand-mère, par exemple. Et on arrive à transformer en fait complètement sa manière de se déplacer. Quand j'écoute Guillaume Cazenave nous parler de l'avance de la campagne sur la ville pour l'achat de véhicules d'occasion électrique, j'en arrive à me dire que si les villes réglaient le problème de l'approvisionnement en électricité et donc de la recharge, en fait, la demande exploserait en ville, non? Bon, après, il y a aussi de plus en plus de mobilité alternative en ville avec les voitures en autopartage, la mobilité douce, etc. Donc il y a vraiment on est en train de redessiner la mobilité en ville notamment. La trottinette électrique à la campagne, ça, c'est pas pour tout de suite. Non. Mais en ville, voilà, il commence à y avoir quand même pas mal de solutions un petit peu complémentaires et différentes. Par contre, oui, il y a besoin d'infrastructures de recharge parce que quand on habite dans un appartement, on n'a pas nécessairement un parking dans lequel on peut mettre une borne et donc on est bloqué pour la voiture électrique. Exactement, et ça c'est important. Qui seront demain les acheteurs, les utilisateurs du véhicule d'occasion électrique pour vous sur l'Albot-Bol? Les particuliers. N'importe quel type de particulier, toute classe d'âge, toute classe d'activité? Alors, je pense qu'on sera quand même, encore une fois, sur des profils CSP+. Parce que c'est quand même plus cher. Parce que c'est quand même plus cher. Et aujourd'hui, je pense que toute motorisation confondue, le marché du véhicule, c'est un marché qui est cher. Enfin, il y a eu quand même des fortes augmentations des prix, même sur Il faut avoir les moyens de se payer une voiture. Il faut avoir à plus forte raison électrique. Exactement. Ça, c'est important. Donc, même sur de l'occasion, ça sera difficile, comme vous pouvez l'avoir sur de l'occasion thermique, d'avoir des véhicules électriques à moins de 5 000 €. Aujourd'hui, c'est difficilement envisageable. Ça paraît impossible, sauf à acheter une batterie peut-être à ce prix. Et encore, vous parliez d'un stress supplémentaire par rapport à l'achat d'un véhicule d'occasion thermique. C'était celui de savoir si la batterie était en bon état. C'est vrai qu'avant, on achetait un véhicule d'occasion, on regardait les réparations éventuelles quand elles étaient renseignées, l'état de la carrosserie par définition, et on se demandait surtout qu'a subi le moteur. Qu'est-ce que ça change le problème de la batterie? Quelles difficultés supplémentaires ça pose? Un stress supplémentaire, je pense que tu es le mieux placé pour parler, mais je pense qu'il y a surtout un rapprochement qui est fait où les gens ne doivent pas confondre ça non plus avec la batterie de son téléphone smartphone, où en fait ils se disent tiens, j'ai mon téléphone portable, au bout d'un an il n'a plus de batterie. C'est pas la même chose avec un véhicule. Ça tiendra plus longtemps. Ça tiendra plus longtemps, oui. Alors rassurez-nous justement, parce qu'on a tous fait cette analogie un jour en voyant son iPhone se décharger, on s'est dit qu'est-ce que ce sera quand je roulerai à l'électrique. Voilà, donc pour rassurer tout le monde, la batterie d'une voiture électrique tient beaucoup plus longtemps que la batterie d'un téléphone. En moyenne, on parle d'une dizaine d'années en première vie. Donc au bout de 10 ans, la batterie va perdre, on va dire, jusqu'à 30% de capacité de stockage. Donc là, ça serait intéressant de... Ça veut dire, pardonnez-moi, et on va revenir sur ce que vous disiez, avant ces 10 ans, pendant ces 10 ans, la capacité de la batterie ne baisse pas? Alors elle baisse, si. Légèrement? Légèrement, en moyenne, 2 à 3% par an. Ça va beaucoup dépendre de la manière dont on se sert de la voiture, parce qu'il y a pas mal de paramètres sur lesquels on peut agir pour prendre soin de sa batterie, les conditions de recharge, les conditions de stockage, par exemple. Mais oui, la batterie va perdre en capacité de manière assez naturelle. On peut faire en sorte de minimiser ce phénomène-là. Mais voilà, c'est pas dans les mêmes proportions que sur un téléphone portable qui, vraiment, lui, au bout de 2 ans, va rendre l'âme. Sur une voiture électrique, c'est quand même stable. Quand vous vous rendez compte qu'aujourd'hui, on trouve tout à fait normal de dire que le téléphone va rendre l'âme au bout de 2 ans. C'est pas ce qu'on nous a dit quand on l'a acheté. C'est quand même à le rappeler. C'est important de le souligner. C'est quelle proportion de la valeur d'une voiture d'occasion électrique, la batterie?
Sur une voiture d'occasion, c'est au moins un tiers, parfois même jusqu'à 50% de la valeur du véhicule électrique concentrée dans la batterie. Concentrée juste dans la batterie. Est-ce que c'est une proportion qui est identique à celle de l'achat au neuf ou pas? Non. On va dire que la valeur de la batterie prend de plus en plus de place dans le véhicule, puisque la valeur résiduelle du reste du véhicule, elle, décroît, alors que celle de la batterie conserve quand même une part importante. En fait, on parle beaucoup de part en termes de valeur du véhicule, mais ce qui est intéressant, c'est de réfléchir au coût de réparation directement. Réparer une batterie ou la remplacer, c'est 10-15 000 euros. C'est ça. Donc sur une voiture qu'on a acheté 15 000 euros, c'est 100% de la valeur. Ça ne vaut pas nécessairement le coup. Effectivement, le calcul est vite fait. Tiens, mettons le problème de la batterie de côté, à supposer que ce soit possible. Combien de kilomètres peut rouler une voiture électrique? Est-ce qu'aujourd'hui seulement on le sait, par exemple? On n'a pas encore vu beaucoup de Zoé être retirés du service. Combien de kilomètres hors batterie une voiture peut rouler? C'est extrêmement fiable. Vous avez des véhicules qui ont 80 000, 100 000 km, qui ont encore leur premier jeu de plaquettes de frein. Parce que, comment on explique une telle solidité, une telle fiabilité? Déjà, par définition, vous avez 10 fois moins de pièces mécaniques entre un véhicule thermique qu'un véhicule électrique. Donc déjà, à l'usage et à l'entretien, c'est beaucoup plus simple. Et pourtant, elle est plus chère. Mais c'est vrai qu'il y a moins de pièces. Et pourtant, elle est plus chère parce que toute la valeur, comme il dit, elle se situe sur la batterie. Mais du coup, c'est beaucoup plus fiable. Vous avez beaucoup de véhicules électriques qui ont fait 1 million de kilomètres, déjà. C'est ça. Et ça a été de la Nissan Leaf, évidemment, jusqu'à des Tesla Model S, de véhicules qui ont 10 ans. Qu'est-ce que ça pourrait changer pour un marché pareil, le fait que la longévité théorique du véhicule, mettons de côté une fois de plus la batterie, soit quasiment illimitée? Alors nous, on a une vision un peu plus mesurée. Parce que nous, on est un bon observateur des pannes, puisque notre métier, c'est la garantie et l'entretien des voitures. On garantit des voitures jusqu'à 20 ans, 200 000. Donc, on a effectivement déjà largement des voitures d'occasion électriques. On a des Zoé, on a des Leaf, on a les Bolloré aussi. On en a encore quelques-unes. Il y en a qui roulent. Et nous, notre vision de la voiture électrique dans le temps, c'est que c'est une voiture qui coûte un peu moins cher en entretien, mais c'est aussi une voiture qui tombe en panne comme toutes les voitures. C'est-à-dire que, au-delà de la motorisation qui est effectivement plus simple, nous, ce qu'on constate, c'est que 62% des pannes sont communes à une voiture. C'est-à-dire que la climatisation sur une électrique ou sur une thermique, ça tombe en panne. On croyait que ce serait réglé. Un GPS, ça tombe en panne, que ce soit une thermique ou un électrique. Et donc, on a toutes ces pièces communes qui vont continuer d'avoir les mêmes pannes que les autres. Mais ce qu'on voit aussi sur les parties spécifiques électriques, c'est qu'elles ont aussi leurs propres pannes. Nous, on constate ça depuis toujours, c'est-à-dire que toutes les nouvelles technologies ont eu leur lot de panne et ont évolué dans le temps. Que ce soit, en ce moment, on voit les AdBlue sur le diesel et sur l'électrique, on voit en fait toute la partie charge qui est un enjeu pour la voiture électrique. On a changé les moteurs sur les voitures électriques, des moteurs de traction, on en a changé quelques-uns, y compris sur des... Donc même, oui, ça se change. Ça se change. Alors, ça coûte moins cher qu'un V8 sur une Porsche ou sur une... Toute logique. Mais ça tombe en panne comme le reste. Et donc, il faut accompagner aussi ces véhicules-là, notamment pour les professionnels, parce qu'il ne faut pas effectivement croire qu'on n'aura pas d'entretien ni de panne sur une voiture électrique. Donc, ça veut dire que... Alors, la bonne nouvelle, c'est que le garagiste aura toujours du travail. Ça, on est d'accord, ça continuera. Complètement. Alors, en plus des accidents dus à la circulation et à nos erreurs de conducteurs. Qu'est-ce qu'on ne fera plus avec la voiture électrique demain ? Aller à la station-service. Aller à la station-service, exactement. C'est ça. Et ce qu'on fera de plus, ce sera passer des heures et des heures, par exemple, à la borne de recharge ou quelques heures de plus. Globalement, le frein numéro 1 aujourd'hui à l'adoption du véhicule électrique d'occasion, pour vous, ce serait quoi? Est-ce que ce serait l'accès à la charge ou est-ce que ce serait encore le prix? Solal Botbol. Je pense que le prix sera toujours dans l'équation. Encore une fois, l'achat d'un véhicule, c'est le deuxième poste d'investissement après l'immobilier. Donc, quoi qu'il arrive, c'est quand même un engagement et financier et temporel qui est important pour un ménage, quoi qu'il arrive. Après, je pense que la recharge, ça peut être un enjeu, notamment pour ceux qui vivent en copropriété. En habitation individuelle, c'est quand même plus simple parce que vous avez juste à installer votre borne de recharge à la maison ou une prise renforcée. Pour moi, c'est les deux sujets. Revenons aussi sur cet objectif gouvernemental, c'était celui de l'installation de 100 000 bornes de recharge électrique dans le pays. Bon, objectif qui est en retard, mais il y a eu le Covid qui est passé par là. On a un nouvel acteur qui est arrivé, on l'avait annoncé sur Mobility TV, c'est Hotel Énergie qui compte en installer rien moins que 10 000 en moins d'un an. Est-ce qu'on peut se dire que finalement la problématique de l'accès à la charge va finir par disparaître? Il va y avoir toujours un peu d'inertie. Avec notamment, parce qu'après, il y a le raccordement qui doit être fait par Enedis. Et ça prend du temps.
Donc, ça prend du temps. Ouais, ça peut prendre entre 2 mois et 6 mois pour qu'il fasse son raccordement. Donc parfois, vous pouvez vous balader sur des aires et vous voyez des infrastructures de recharge qui sont déjà installées, mais vous attendez qu'en fait Enedis passe pour faire le raccordement. Est-ce que vous êtes en train de m'annoncer que le jour où le gouvernement claironnera sur le fait que les 100 000 bornes ont enfin été installées, elles ne marcheront pas forcément toutes? Je ne me prononcerai pas. Mais c'est quelque chose qui pourrait arriver en toute logique, elles ne seront pas forcément toutes raccordées. En tout cas, malgré tout, est-ce que vous pouvez comparer avec les autres pays d'Europe sur le fait que la France est plutôt en avance ou alors en retard dans l'électrification de son parc roulant? Je pense que la référence numéro 1, c'est la Norvège. Si je ne dis pas de bêtises, ils ont vendu plus de 80% d'immatriculation. Ouais, d'immatriculation 100% électrique en 2022. Qu'est-ce qui nous a manqué pour ne pas être comme les Norvégiens? Les Norvégiens, ça fait de longtemps qu'ils travaillent ça et il y a aussi des... Donc on a commencé pour eux, trop tard. les ZFE, parce qu'on parle, il y a aussi un sujet des ZFE, les restrictions de circulation des véhicules polluants, ça a été... ils se battent depuis longtemps. Ils ont été beaucoup plus durs. Oui. Beaucoup plus durs. Nous, on les a déjà reportés, notamment avec le Grand Paris, où au final, sortir les critères 3, si je ne dis pas de bêtises, maintenant c'est reporté à fin 2024. Sachant qu'on n'a pas encore la garantie de la mise en place obligatoire des zones à faible émission sur les 42 métropoles françaises. Au passage, d'ailleurs, c'est redouté par beaucoup de Français, c'est normal qu'on n'ait pas le choix. Est-ce que ce serait une bonne nouvelle pour vous, une mauvaise nouvelle qu'on annonce un jour, finalement, on n'est pas prêt à instaurer ces zones à faible émission? Solal Bodwal? Je pense qu'on va dans le... De toute façon, l'histoire nous dit que l'on va vers l'électrification et vers la décarbonisation du parc automobile. Je pense que demain, le parc ne sera pas 100% électrique, parce que le véhicule il est là encore pour répondre à un usage, mais qu'on est dans le sens de l'histoire où de toute façon vous avez plus de constructeurs automobiles qui maintenant vendent des véhicules électriques, donc les ménages vont s'en équiper, les professionnels vont s'en équiper, donc on est dans le sens de l'histoire. Après, est-ce qu'il faut forcer la marche en avant ou pas? Il y a beaucoup d'éléments qui interviennent dans... Je suis un acheteur potentiel de véhicules électriques d'occasion, j'hésite encore. Qu'est-ce que vous me dites pour me rassurer et sauter le pas? Me convertir en quelque sorte? Bon, déjà, il y a l'argument écologique, il y a l'argument économique aussi de la voiture électrique. Alors, en quoi c'est un argument économique? Alors, le prix, je rejoins Solal là-dessus, le prix, ça sera toujours un critère de choix pour un véhicule. En revanche, nous, ce qu'on observe parmi nos clients, c'est que la principale motivation à l'achat d'un véhicule électrique, c'est une motivation économique. C'est des gens qui s'y retrouvent derrière sur le coût à l'usage. Parce que ça coûte moins cher que l'essence. Moins cher en entretien, sauf les pannes, et c'est moins cher à la consommation. Donc, il y a cet argument économique. Voilà. Après, ce que je vous dirais, c'est évidemment de faire le bon choix sur le véhicule électrique. Donc, il faut évidemment regarder l'usage que vous avez, dont vous avez besoin en termes de kilomètres, en termes d'autonomie, en termes de recharge. Et puis, bien sûr, je vous dirais de faire attention à l'état de la batterie avant d'acheter. Toujours regarder l'état de la batterie. C'est ce que aussi votre baromètre a révélé. Ça fait partie des inquiétudes. La charge complètement et la batterie complètement. Alors, il y a beaucoup de gens qui ne connaissent pas la durée de la garantie constructeur d'une batterie, parce qu'on est encore sur des véhicules qui sont récents et ce n'est pas un sujet de préoccupation des clients. Ça veut ça veut dire qu'ils ont confiance. Maintenant, sur des voitures qui vont arriver à 4-5 ans, il va falloir s'en préoccuper et trouver des solutions pour prolonger la garantie de la batterie au-delà de la garantie constructeur qui aujourd'hui est de l'ordre de 8 ans. Donc, ce n'est pas suffisant pour une voiture d'occasion. On a beaucoup de voitures d'occasion qui sont au-delà de 10 et 15 ans. Donc, il faut que ces voitures continuent à vivre et à rouler. Exactement, elles continueront à vivre et à s'électrifier. En tout cas, 1%, on va finir par augmenter, ça va continuer à augmenter. On vous souhaite à tous bonne route, notamment à l'électrique. Merci à tous les trois d'être venus sur le plateau de Mobility TV sur l'Albot-Ball pour BIV. Merci à vous, Guillaume Cazenave, également pour Opteven. Et merci à vous, Guillaume Hébert, pour Moba. Bon, on se revoit l'année prochaine. On comptera les bornes et surtout les véhicules électriques d'occasion. À bientôt sur Mobility TV.